Donc on voulait simplement profiter de la présence de Nicolas ce soir, puisque donc c'est grâce à lui, comme Marianne l'avait rappelé en introduction, qu'on avait découvert Yann Mong. Donc vous avez pu apprécier la beauté et la puissance un peu dérangeante de sa poésie en vers non rimés. Et profitant de la présence de Nicolas, on s'est dit que ce serait quand même dommage, parce que donc il y a Fond perdu de Pynchon qui vient de sortir. Et on sait, enfin Pynchon c'est un auteur un peu culte. Alors après il y a des gens qui soit ne le connaissent pas, soit même peut-être ne l'aiment pas, ce qui me semble improbable, mais enfin on ne sait jamais. Mais on s'est dit bon, on peut peut-être en profiter pour poser un peu des questions à Nicolas sur à la fois Pynchon sur cette traduction. Donc en deux mots, bon, parce que Pynchon ça se raconte pas hein, fondamentalement, parce que le foisonnement de l'intrigue, même si c'est pas des romans à suspense, hein, c'est pas des thrillers, mais le foisonnement de la narration fait vraiment partie du plaisir, donc c'est dommage de raconter trop des fils. Et donc dans ce 8e roman, on peut dire, parce que ça on nous l'expose dès le départ, il y a une narratrice qui, beaucoup plus que d'habitude chez Pynchon, porte 90% de la narration, enfin, à elle seule, de son point de vue, qui exerce une profession assez intéressante puisqu'elle est enquêtrice sur les malversations financières, fondamentalement, et sur les fraudes comptables. Et en fait, pour des raisons qu'on découvre assez rapidement, elle a perdu sa licence, en fait, hein, quelques mois plus tôt, donc elle est maintenant un petit peu embêtée parce que c'est son métier, mais elle ne peut plus l'exercer exactement dans les mêmes conditions de confort juridique qu'auparavant. Et on se trouve, on est début 2001, donc début 2001, en fait, le 11 septembre 2001, ça n'existe pas. Alors que pour nous, c'est évidemment une évidence, mais là, on est un peu avant, on est à New York. Et en revanche, l'événement, enfin la chose importante pour le milieu dans lequel évolue initialement Maxine, donc cette enquêtrice, c'est que la première bulle Internet donc, a explosé à peu près un an plus tôt, hein, avec ses signes avant-coureurs en décembre 99, l'explosion principale en mars 2000, et puis la queue de comète des crashs jusque vers juillet, août 2000. Et en fait, c'est ça qui préoccupe beaucoup ce microcosme new-yorkais de cadres, de start-upers, de financiers, de mafieux aussi, hein, qui s'intéressent beaucoup à tout ce qui est... Donc il y a vraiment un environnement de geeks, de financiers, et puis comme on va vers le 11 septembre 2001, il va aussi y avoir des questions de terrorisme qui vont apparaître en arrière-plan. Et moi je vous en dirai pas beaucoup plus, mais comme ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai que ça se passe à New York, que ça se passe dans un déluge en fait d'humour juif new-yorkais assez extraordinaire. Je dis qu'il y a parfois des situations qui sont de l'ordre du stand-up parce que les gens n'arrêtent pas de se balancer des vannes mais, à chaque page, entre eux, dans tous les dialogues. Donc voilà, moi c'était ma première question peut-être, Nicolas, c'est... Alors, il y en a deux en fait. C'est toi, comment t'es rentré dans Pynchon pour la première fois et par où et par quel biais? Et puis ensuite venir sur cette traduction-là, enfin sur le foisonnement de Pynchon, celui-ci spécifiquement, qu'est-ce qui t'a toi le plus au départ accroché en disant par quel bout je vais attaquer quoi, cette montagne-là Comment je suis rentré dans Pynchon en général? Ouais, oui. En fait, c'est à l'époque de Vineland. Quand Vineland est sorti, ça faisait 17 ans qu'il n'avait pas écrit, donc c'était... Donc moi je l'ai découvert en français en fait la première fois. J'ai lu en français Vineland. Et ce qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'est l'impact médiatique qui m'avait donc donné envie de lire le livre et de voir à quel point Pynchon en tant qu'auteur sécrétait des articles intéressants. Alors après, du coup, il a dû sortir 4 livres hein, depuis. Donc c'est devenu carrément une routine, c'est devenu un paravent maintenant de dire qu'il est invisible. Enfin, il y a 3-4 clichés qu'on retrouve quasiment dans tous les articles. Mais à l'époque, on se demandait, enfin il y avait, il me semble, un très fort suspense, un vrai doute sur le bonhomme qui était réellement en cavale, qui a réellement très nettement disparu. Et voilà, j'ai trouvé qu'en général, c'était le para-Pynchon était déjà passionnant en soi. Sur ce point-là, il y a à peu près un an, quand on parlait de Gadis, en fait, ici, à cause de Passage du Nord-Ouest, hein, qu'il avait choisi en tant que libraire invité, c'est vrai que j'avais rappelé qu'on pouvait trouver de vrais articles sérieux dans des revues littéraires sérieuses à peu près vers cette époque-là, qui émettaient l'hypothèse que William Gass, Gadis et Pynchon étaient en fait une seule et même personne. Et que comme c'était que des monuments énormes qui étaient écrits, c'est pour ça qu'il en écrivait, chacun des trois en écrivait très peu, parce que évidemment ça l'occupait à temps complet, le pauvre auteur unique des trois. Ouais, bon.
en théorie peut-être un peu outré, mais qu'on trouvait pas mal dans ces années-là, des trucs fous sur effectivement le personnage extra-littéraire en fait de Pynchon. Non, là j'ai pas tellement de commentaires à faire, enfin je trouve ça toujours rigolo, mais bon... non, il existe. Hein. Et puis la question de savoir comment je suis rentré dans celui-là, en fait c'est rigolo, ça a été un peu en trompe-l'œil, parce que quand on m'a proposé de le traduire, j'ai donc commencé par le lire, et j'ai eu l'impression d'avoir un polar, donc c'est comme tu l'as rappelé, le pitch est relativement stable, ça se déroule sur un an, c'est à New York, ça tourne autour du 11 septembre, et je l'ai lu, je me suis vraiment bidonné dès la première lecture, et surtout je me suis dit, waouh, un Pynchon facile. Erreur. Oui et non, mais enfin oui, mais en tout cas, j'ai trouvé que la lecture était assez facile, et je me suis dit, oh dis donc, on est dans l'univers pynchonien, mais il n'y a pas toutes ces sortes de difficultés incroyables, et évidemment, quand j'ai commencé, j'ai fait un premier essai sur 3 chapitres, et là en fait je me suis rendu compte que c'était un trompe-l'œil, que c'était problématique pratiquement à chaque phrase. Voilà. Parce que mais je rejoins totalement Nicolas sur un point, c'est que je pense, pour des gens qui ne connaîtraient pas Pynchon, c'est probablement un assez bon point d'entrée, parce que malgré tout, il y a beaucoup plus que d'habitude d'unités, en fait, notamment de lieux, mais c'est vrai même de temps, enfin on retrouve des repères de narration, alors qui sont dynamités ensuite tous les 30 mètres, parce que sinon ça ne serait pas drôle, mais c'est en tout cas beaucoup plus, je pense, oui, plus facile d'abord. Après, il y a une question de registre de langue, ça c'est toujours une des choses chez Pynchon qui est, je trouve, fascinante, c'est cette capacité à introduire 6-7 registres de langue extrêmement différents dans le même, et là on le retrouve, donc toi, comment tu as géré en fait tout ça, mais je pense notamment à tout ce qui est, on disait tout à l'heure, juif new-yorkais, enfin, et cette connaissance parfaite, enfin, même d'habitude de consommation en fait des quartiers, de certains quartiers chics, pas tous. Ben là j'ai travaillé avec des... En fait, je ne sais pas comment faire autrement, mais j'ai identifié peut-être une trentaine ou une quarantaine de domaines très spécifiques où j'avais plus pied, où je pataugeais un peu. Le yiddish en était un, par exemple. Et donc j'ai travaillé à chaque fois avec des spécialistes, comme je l'ai fait un petit peu avec toi, sur certaines questions ayant trait à la bulle Internet. Et donc pour le yiddish, j'ai travaillé avec plusieurs personnes à Paris en leur soumettant les problèmes et puis en essayant de bidouiller quelque chose de mon côté, c'est-à-dire comme très souvent sur Pynchon, la tentation est de gommer un peu et de passer sur la difficulté. Donc il y a le yiddish à New York, ça n'a pas le même statut qu'à Paris exactement. Donc parfois j'ai pris l'option de faire apparaître le mot et de mettre entre virgules un indice pour la signification. Parfois j'ai pris les risques, alors j'ai pris l'option de les mettre en italique ces termes-là par exemple. Parfois j'ai pris l'option de ne pas expliquer plus et tout en étant conscient que pour le lecteur français il y aurait probablement un cran de bizarreté en plus. Et voilà, c'est au coup par coup. Et donc voilà, ça c'est pour le yiddish, et puis il y a une série de domaines comme ça où j'avais beaucoup de peine, mais peut-être que Yann pourra commenter là-dessus, j'avais beaucoup de peine à évaluer le degré d'étrangeté en anglais, et le degré d'étrangeté pour un lecteur lambda, cette espèce d'abstraction qui n'existe pas, et puis ensuite qu'est-ce que j'allais en faire pour un lecteur français, à quel point j'étais prêt à l'égarer, à quel point c'était pas la peine de l'égarer plus, et que c'était plutôt sympathique de ma part de donner un élément explicatif, et sans aucune théorie générale sur la question, mais plus vraiment coup par coup, ligne par ligne. Ouais, justement, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à mon oreille, pour le dialogue et tout ça, Pynchon a une oreille formidable, mais c'est dans ce livre-là, Leading Edge en anglais, quand je l'ai lu, moi je me suis dit, bah, c'est le gens qui parlent quoi, à New York maintenant, il a. Donc je me suis dit justement, parce que je savais qu'on allait parler de ça,
ça a dû être très très difficile. Je ne sais pas comment ça fait pour... Quel était d'ailleurs l'angle d'attaque? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire quelque chose d'équivalent à Paris, ou est-ce qu'on se dit que c'est étrange, ça reste étrange ou quoi? Quel est le... Bah en fait, faut lister. Il y a peut-être une vingtaine d'accents différents entre l'italien, le vrai italien, le faux italien, la secrétaire qui est de Jamaïca, le quartier de New York et non pas l'île de Jamaïque, qui vers la fin, allez j'ai un petit spoiler, mais qui... Non, pas de spoiler, bon. Tout petit. Non, pas de spoiler. Donc en fait ça finalement c'est... On peut trouver des équivalents. On peut imaginer une secrétaire qui soit originaire des Antilles, on peut imaginer les mafieux russes. Alors il y a deux niveaux de langage, il y en a un qui parle sans accent, sauf quand il est avec ses collègues où là il reprend l'accent russe. Et puis Pynchon, vers 150 pages de la fin, explique comment on fabrique l'accent russe. Donc il explique qu'il suffit d'enlever les articles. C'est un des moments les plus drôles. Enfin, tout le long, il y a des moments comme ça de bravoure, mais qui sont vraiment d'une drôlerie. C'est vrai, je pense dès les 10 premières pages, et ça dure jusqu'au bout. Y compris quand l'image d'ensemble est tragique, mais c'est d'une drôlerie dans chaque échange et tout. Effectivement, quand ce mec explique comment il s'y prend pour créer son accent, c'est à ce temps. J'ai une petite question, Nicolas. Oui. Par rapport à notre ami Jim. Oui. Qui t'a aidé avec Absolument. Par rapport à la Californie, mais ce livre-là semble être beaucoup plus côte Est. Est-ce qu'il t'a quand même apporté des... Complètement. Des choses quand même. Complètement. Jim, c'est Jim Carroll qui tient la librairie San Francisco Book Company là, à Odéon, rue Monsieur le Prince. C'est un fan de Pynchon que m'a présenté Philippe Aronson et qui est devenu vraiment un collègue. Et là, on s'est fait des séances de trace. C'est-à-dire que moi, du coup, on parle de la paranoïa qui serait une sorte de matériau de Pynchon. Et là, moi, du coup, en tant que traducteur, je suis vraiment devenu parano dans le sens où même la phrase, en apparence la plus simple, je me disais, oh là, non, là, ça cache un truc. C'est comme Yann Mann, quand on se dit, voilà, il y a une contrainte planquée, on ne l'a pas vue. Et donc là, c'était le rôle qu'a tenu Jim Carroll là-dessus. Je pensais par rapport au registre de langage aussi. Parce que par exemple dans le précédent, je sais qu'il y avait des pubs des années 70. Ouais. Et lui il s'en souvenait parce qu'il était à l'époque, il vivait à l'époque en Californie, donc il pouvait dire ah oui mais ça c'est une pub pour des voitures d'occasion, machin. Enfin, donc c'est quelqu'un qui a forcément il a une lecture qui est différente de la tienne quoi, par rapport à la traduction. Oui, non mais Jim Carroll, bon, il est californien, mais il est aussi curieux, il est aussi très cultivé. Non mais du coup, non mais ce que je veux dire c'est que c'est pas juste à Californie. Très curieux. Non mais du coup, pour moi si tu veux, il a eu le rôle, et c'était pas juste, je pense que pratiquement toutes les références new-yorkaises, en grande partie il les chopait lui aussi. Et en tout cas, par rapport au travail que je faisais, assez solitaire, c'était un interlocuteur de qualité, dans le sens où je pouvais tester, et éventuellement il pouvait me dire, là je sais pas, mais c'était comme une sorte de premier rideau. Et ce qui est sympa, c'est que c'est un passionné, et c'est un gars qui achète les bouquins de Pynchon dès qu'il ouais. De toute façon, donc il est investi dans la lecture du truc, donc ça va être une relation formidable quand même, par rapport à ton équipe que tu formes. Par rapport à ce que tu disais sur les clés, je pense que c'est un des trucs, alors, pour les lecteurs qui sont familiers de Pynchon, comme pour ceux qui le découvraient avec celui-là, c'est bien entendu. Pynchon, on peut le lire de plein de façons différentes. Ça peut se lire, et c'est souvent la meilleure, je pense, de se laisser porter et puis de laisser les choses jaillir et de profiter du plaisir. Puis c'est vrai qu'il y a une lecture un peu mobilisée où le lecteur va être très attentif, et il y a ce bonheur. Et je pense les 10 premières pages ou les 5 premières pages de celui-là sont particulièrement anodines. Comme c'est souvent le cas avec Pynchon, hein, les scènes d'introduction, il y a une espèce de côté paisible. Alors même que comme c'est Pynchon, Nicolas a raison, le lecteur même qui découvrait sait bien que oula, il va se passer des choses énormes, c'est sûr, c'est Pynchon. Et là, quand Maxine, l'héroïne, elle emmène ses gamins à l'école pour la rentrée, franchement, elle se balade dans la rue, il y a un arbre, c'est chouette, elle essaie d'attirer l'attention de ses enfants sur l'arbre, elle dit regardez, c'est beau. Enfin, on dit ouais, maman, c'est chouette, et puis, genre, on a autre chose à faire. Et cette scène aussi anodine, en fait,
elle résonnera 100 pages plus loin, 200 pages plus loin, jusqu'à la fin, enfin pas seulement cela, mais ces 10 premières pages. Alors que, je dis, mais il ne se passe rien dans ces 10 premières pages. Et si, en fait, il vient de se passer sous les yeux, mais c'est vraiment de la prestidigitation, c'est extraordinaire. C'est cette construction. Alors sur les registres, il y a une chose qui m'avait vraiment étonné, c'est qu'il y en a deux notamment qui sont très présents. En tout cas, il y a celui de la finance que tu as mentionné tout à l'heure, notamment de la finance technique, hein, et puis il y a celui de l'informatique de pointe, qui à cette époque-là était celui de la bulle Internet, mais qui ensuite a explosé jusqu'à devenir vraiment une énorme industrie. Ce sont deux industries qui, y compris en France ou ailleurs, aujourd'hui, échangent 70% de leur vocabulaire en anglais, c'est-à-dire que ça n'est plus traduit en français. Il existe des équivalents français dans des listes officielles à la Jacques Toubon, mais que personne n'utilise. En revanche, pour des gens qui ne sont pas du métier, passer les 4-5 mots connus, le reste devient réellement hermétique. Ouais. Donc comment tu as fait pour juger par rapport à l'anglais où est-ce qu'il fallait placer la barre? Ouais. Alors, je précise ta question avant d'essayer d'y répondre, c'est qu'en plus, ce qu'il faut dire, c'est que là, on est le langage techno, entre guillemets, on est en 2000-2001, et les termes utilisés en anglais vont demeurer relativement stables, alors que la façon dont on en parle en France va bouger. C'est-à-dire qu'effectivement, soit on utilise plus d'anglais, soit il y a des termes français qu'on utilise, soit un mixte des deux. Et ben là, une fois de plus, j'ai eu recours aux ressources d'un type qui a non seulement connu cette période, mais qui y travaille encore, et à qui j'ai soumis tous les problèmes réels ou potentiels. C'est-à-dire que, parce que Internet, là sur les forums, on a un peu plusieurs sons de cloche possibles. Donc là, je lui disais, ben voilà, dans cette situation, en 2001, qu'est-ce qu'on aurait dit en français? Avec, évidemment, c'est pas si limpide, parce que le gars qui est devenu un copain, me disant 2 semaines plus tard, non mais attends, j'ai réfléchi, en fait, c'est pas comme ça qu'on dit. Et donc voilà, le message, j'ai eu le sentiment, j'ai travaillé 5 mois dessus, et c'est le sentiment qui a dominé, d'être sur un truc un peu mouvant, de faire une version possible, et sachant qu'il y avait éventuellement d'autres façons de l'approcher, et qu'il y a au moins 1 millier d'options que j'ai prises qui sont discutables, et voilà. Et ça, dès le départ, moi, sur la partie que je connais un petit peu, qui est de la part de Pynchon lui-même, c'est vrai que c'est impressionnant quand tu dis que ce type, bon, il a, j'ai plus son âge exact en fait, 77. mais donc il n'a écrit que 8 romans, c'est vrai, mais enfin il les écrit depuis 1960, et qu'il pond en 2013, donc en anglais, un roman où il y a quand même un paquet de pages où on a l'impression que ce type il a assisté à des séances de travail de financiers d'investissement ou de capitaux risqueurs, ou discuter avec eux de ce qu'il fallait le faire et comment il fallait structurer la dette et tout. Je me dis, mais putain, comment ce mec il fait pour arriver à pénétrer ce type de maquis-là, même quand on est dedans, c'est pas toujours simple, alors qu'il est malgré tout. Alors, je pense qu'il y a aussi une façon de se documenter, enfin, tu en donnes un indice du point de vue de la traduction, mais je trouve quand même que c'est bluffant, enfin, d'arriver à... Et parfois ça lui sert que pour 4 phrases, hein, mais ces phrases-là, elles sonnent parfaitement juste, quoi, à quelqu'un qui peut en juger, quoi. Et je pense que pour tous les autres registres, il fait exactement pareil, quoi. Donc c'est... et il y en a un paquet, quoi. Enfin, donc, tout en restant sur en jonglant avec un ton comique et humoristique, proche du stand-up. Par moment, c'est... Il y a des punchlines sans arrêt. C'est vraiment énorme. Je suis en train de repenser à quelques-unes, donc ça me fait marrer. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu déjà, non? À part Yann, donc. Bon, je l'ai lu en anglais. Déjà, même sur le titre, en fait, parce que là, pour le coup, il y a un écart. Bleeding Edge, Fond perdu. Comment tu as fait ton film en valse sans révéler des éléments essentiels de l'intrigue? Bleeding Edge, c'est un dérivé de Cutting Edge, hein, qui veut dire à la pointe, le nec plus ultra, la nouveauté de la nouveauté. Et donc, Bleeding Edge, c'est un terme qui est venu après pour dire encore plus la nouveauté. C'est tellement nouveau que ça coupe tellement que ça coupe pas, ça carrément, c'est tellement fin près de la peau que ça saigne. Voilà un peu l'image. Et bon, et là, c'était impossible. Enfin là, bon, si,
En tout cas, nous, on n'a pas trouvé. Ni l'éditeur, ni moi, ni les personnes qui se sont posées la question ont trouvé quelque chose qui soit proche. On a fait des propositions à Pynchon qui a répondu, qui nous a fait, qui en retour a proposé une traduction quasiment mot à mot, qui était bord coupant, où là il a fallu lui dire que c'était pas possible. Enfin, on perdait tout, ça marchait pas. Et puis après, du coup, il fallait chercher il fallait s'éloigner, il fallait parler du bouquin tout en s'éloignant un peu. Donc l'idée, c'était de jouer sur le fond, qui est le fond du deep web, hein, cette partie de l'internet qui, encore plus à l'époque, n'était pas encore indexée, peu répertoriée, les robots n'arrivaient, enfin les passer dessus. Et puis, donc voilà pour le fond, et puis en même temps, les fonds, c'était un des grands axes du livre, c'est les mouvements de fonds, les mouvements d'argent. Donc voilà, on a un jeu de mots qui est un autre jeu de mots, qui parle aussi du livre, et qui est quasiment sans rapport avec le titre original. Ça arrive parfois. J'ai pas d'autres questions parce qu'après on va commencer à raconter des choses qu'il y a dans le livre, ça mélange. Arrêtez-nous. Juste une question ouverte. Comment vous avez communiqué avec M. Pinchon? Pardon? Comment vous avez communiqué avec M. Pinchon? Par mail, en passant par son agent. Et parce qu'apparemment, il parle français ou pas? Vous avez parlé Non, de ça, non, il parle pas français. Non. En passant toujours l'interface avec son agent. Voilà. Et donc il écrivait manifestement sur à la machine à écrire, et donc je recevais des PDF via son agent, qui est très beau et très marrant en fait. Donc premier mail que je lui ai envoyé, il m'a répondu oh là là, je sais pas si je vais me souvenir, bah, pose toujours tes questions, mais je suis pas du tout sûr. Et il a fini son premier mot, ça m'a assez impressionné. Il a fini sa première lettre par un A majuscule et un plus. Ce qui, pour quelqu'un qui ne parle pas français, est quand même assez pointu. Mais en anglais, A+, ça veut dire 20 sur 20. Ouais, mais je crois que c'était vraiment un A+. Alors bon, on va arrêter vu l'heure, mais donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions, donc soit pour Yann Monk, soit Nicolas Richard, et leur poser individuellement, tout en profitant de ce qui reste de l'apéritif qu'on va un peu regarnir. Simplement, profitez-en également parce que on a essayé de rassembler le plus de choses qu'on pouvait de Yann Monk, donc certains chez des grands éditeurs comme Tambourakis, d'autres chez des plus petits éditeurs, donc plus difficiles à trouver parfois. Bon, il y a des Pynchon, d'autres le dernier. Et il y a aussi, je vous le dis, pour les connaisseurs, il y a un livre qu'il faut absolument, que je vous laisse découvrir, mais qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque, qui s'appelle Les Sonic, qui est quelque chose de très étonnant. Et voilà, je vous laisse le regarder parce que ça vaut le déplacement. Qui a été écrit par une des deux personnes présentes ici. Mais par moi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Yann Monk, vraiment de cette soirée. Merci beaucoup Nicolas. Et voilà. Merci.